Bonjour, je m'appelle Yves Grégoire et je vais vous présenter la troisième partie du cours sur l'exécution des maçonneries. Cette partie abordera la maçonnerie préfabriquée, les tolérances que doivent respecter les maçonneries et nous verrons quelques cas de pathologie que nous rencontrons fréquemment. Tout d'abord, la maçonnerie préfabriquée, je vais vous présenter le produit et sa pose. Une maçonnerie préfabriquée est généralement constituée de blocs de maçonnerie. Ils sont généralement couverts par l'une des normes harmonisées au niveau européen. Ils sont aussi couverts par des PTV, donc relatifs aux marques de qualité au niveau belge, donc la marque Bénor. On fait usage de mortier ou de mortier-colle pour assembler ces blocs. L'un des types GT ou L de la norme européenne, voire des produits plus innovants qui ne sont pas exclus, comme les colles polyuréthane, à condition que ces produits soient aptes à l'usage. On prend, lors de la fabrication, des mesures nécessaires pour éviter que les éléments ne se détachent de la rangée inférieure durant le transport et la pose. Il y a différentes possibilités lors de la préfabrication. On peut prévoir la membrane d'étanchéité contre l'humidité ascensionnelle. Cette fonction peut être assurée également par un joint adhésif approprié. On peut prévoir les blocs constructifs isolants pour que le nœud soit conforme à l'APEB. Et on peut prévoir également les découpes pour les baies de portes, de fenêtres. On peut prévoir les linteaux ou la découpe des pignons selon la pente de la toiture. Au niveau des dimensions, le fabricant doit se baser sur les plans de construction. On peut atteindre des longueurs de 8 à 9 mètres, une hauteur de 3 à 4 mètres et un poids de 3 à 5 tonnes selon l'épaisseur et les possibilités de production. Le choix des dimensions sera tributaire également de la capacité portante et de la position de la grue utilisée sur le chantier. A l'inverse, il est également possible de choisir la grue en fonction des dimensions souhaitées de la maçonnerie préfabriquée. Il y a quelques avantages pour les maçonneries préfabriquées. Tout d'abord, c'est la rapidité d'exécution. Ensuite, le fait que les murs sont réalisés en usine, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle industriel de la confection, et les délais de production ne sont pas influencés par les conditions climatiques. Au niveau des spécifications, il n'y a pas de normes qui couvrent la maçonnerie préfabriquée et donc le fabricant, ou mieux un organisme indépendant, doit offrir toutes les garanties relatives à la qualité et à l'aptitude à l'emploi du produit via un agrément technique ATG ou équivalent. Le produit doit répondre à des spécifications relatives à ses caractéristiques et à ses performances en termes de dimension, de résistance thermique, voire de résistance mécanique. La base des exigences et des déclarations, ce sont les formulations et les valeurs tabulées de l'Eurocode 6. On peut se baser également sur des résultats d'essai selon la série NBNEN 1052. Les documents de référence, tout d'abord, il y a les agréments techniques. Donc, on doit faire usage de systèmes qui disposent d'une déclaration d'aptitude à l'usage. La conception et l'exécution se basent sur les prescriptions des STS 22, de l'Eurocode 6 et de ses annexes nationales, de l'ANIT 271 du CSTC et des directives spécifiques du fabricant. Abordons la pose. Plusieurs points de vigilance sont à considérer. D'abord, la technique est différente des techniques de maçonnage habituelles, ce qui requiert un profil de métier spécifique. L'usage des maçonneries préfabriquées a des implications notamment en termes de planning et de coût. On estime que la technique est pertinente à partir de surfaces totales supérieures à 500 000 m². Le coût est comparable à celui d'une maçonnerie érigée sur place qu'en cas de rendement élevé. Enfin, une bonne préparation et une coordination efficace sont indispensables. Avant la pose, la livraison sur le chantier se fait au fur et à mesure de la progression des travaux. On doit entreposer les maçonneries sur une surface plane de portance suffisante.
Concernant la manipulation sur chantier, on peut manipuler des parois de plusieurs mètres carrés, mais il faut une grue de capacité portante adéquate. Au niveau de la pose, on devra marquer la position des murs sur la dalle de béton. On fait usage de cales d'appui qui sont plus déformables que le mortier. Les cales sont à insérer dans l'épaisseur d'une couche de mortier sans retrait. On élimine les éventuelles aspérités du support en adaptant l'épaisseur du mortier et des cales. On peut ainsi compenser des aspérités jusqu'à 10 mm. On devra étançonner les maçonneries préfabriquées. On les maintient à l'aide d'étais tirants poussants réglables. Ça permet de corriger la perpendicularité et on enlève les dispositifs de levage qu'une fois les étais en place. Il est proscrit de tenter ensuite de déplacer les murs. Au niveau de l'étançonnement, le tableau reprend le nombre minimal d'étançons pour des maçonneries préfabriquées jusqu'à 3 mètres de haut. Ainsi, pour des longueurs de murs inférieures ou égales à 2 mètres, un étançon sera suffisant. Jusqu'à 5 mètres, il faudra 2 étançons. Et par 2 mètres supplémentaires, on ajoute un étançon supplémentaire. Ils sont posés de telle manière qu'ils appuient le mur à environ 2/3 de la hauteur. Et donc, ils forment un angle de 45 degrés avec le sol. Après la pose, on devra remplir les joints verticaux entre les murs préfabriqués au moyen du mortier adéquat. Les joints comportent parfois des élingues métalliques auxquelles il est possible de fixer des barres d'armature afin de les renforcer. On pourra enlever les étais uniquement après durcissement des mortiers et ou pose de la dalle de plancher supérieure ou du complexe toiture. En tout cas, après avoir assuré la stabilité du mur. Abordons à présent les tolérances relatives aux maçonneries. On va aborder 2 points. Tout d'abord, les tolérances qui sont requises sur les éléments en fonction de l'épaisseur de joint. Il y aura un petit rappel des tolérances sur les éléments, les critères et les classifications. On abordera ensuite les maçonneries portantes à joints minces de 0,5 à 3 mm, la maçonnerie collée de parement. Et dans la seconde partie, on abordera les tolérances d'exécution, donc tant les critères relatifs à la stabilité, les critères de fonctionnalité type A et B, et les critères esthétiques. Comme déjà dit, les éléments de maçonnerie sont couverts par différentes normes harmonisées au niveau européen, ainsi que des prescriptions supplémentaires au niveau belge. Et bien, tous ces documents permettent de classer et de classifier les éléments en fonction de leur tolérance dimensionnelle. Le tableau ici reprend pour chaque type d'élément de maçonnerie les critères en vigueur. Les définitions sont malheureusement différentes en fonction de la nature des éléments. Et donc, on a établi, pour les maçonneries portantes à joints minces, donc de 0,5 à 3 mm, des critères en fonction de l'épaisseur nominale du joint mince, du joint de mortier. Au niveau des tolérances, des exigences de tolérance, les critères vont dépendre de la nature des éléments. Par contre, pour tous les éléments, on aura des critères similaires en termes de planéité exigée des phases de pose et de parallélisme des phases de pose. Pour des joints de 2 à 3 mm, on exige pour la planéité maximum 1% et 2 mm. Pour le parallélisme des phases de pose, on doit limiter ce parallélisme à 2 mm. Pour des joints encore plus minces de 1 à 2, tant la planéité que le parallélisme sont limités à 1 mm. Pour les classes de tolérance minimale exigées, pour les éléments en terre cuite, on exige R1+, ou R2+, pour ces joints minces de 3 à 1 mm. Pour les éléments silico-calcaires, la classe T2 pour les joints de 2 à 3, la classe T3 pour les joints de 1 à 2. Pour les éléments en béton, D4 pour des joints de 3 à 1. Pour le béton cellulaire, la classe TLMA pour les joints de 2 à 3, TLMB pour les joints de 1 à 2. Et pour les pierres naturelles, D3, que le joint soit compris pour les joints compris entre 3 et 1 mm. Lorsque le joint a une épaisseur inférieure à 1 mm, des éléments dont les phases de pose sont planes et parallèles et pour lesquels l'écart sur la hauteur est minime sont requis. On devra faire usage, par exemple, de blocs rectifiés.
Abordons à présent les maçonneries de parement, donc les maçonneries collées. Idéalement, on détermine l'épaisseur des joints sur chantier. On devra donc mesurer les écarts réels des éléments livrés. Si on souhaite fixer l'épaisseur de joint au préalable, il faut faire une estimation des écarts dimensionnels attendus. Si on additionne les écarts extrêmes, on risque d'avoir des valeurs très larges, donc statistiquement peu probables. C'est pourquoi on utilise souvent la somme quadratique des tolérances. Ce tableau a déjà été expliqué dans la partie 2 du cours sur l'exécution des maçonneries et montre qu'en fonction de l'épaisseur nominale prescrite du joint, on peut avoir une certaine variation sur cette épaisseur. Le tableau reprend les données tant pour les briques de parement en terre cuite que pour les blocs en béton. Au niveau des tolérances d'exécution, on a 3 types de critères. D'abord les critères relatifs à la stabilité. Ces critères sont issus de l'Eurocode 6, donc qui vise la conception et le dimensionnement des ouvrages. Et l'objectif de ces critères est de répondre aux critères de stabilité. Et donc on aura des critères sur l'aplomb et la verticalité du mur, à chaque étage et sur la hauteur du bâtiment, sur l'alignement vertical des maçonneries, sur la planéité sur une longueur de 2 mètres, sur l'épaisseur T de la paroi d'un mur, sur l'épaisseur totale d'un mur creux et sur des dimensions linéaires. Un autre type de critères relatifs aux tolérances, ce sont les fonctionnalités courantes de type A. Elles doivent permettre aux autres corps de métier de réaliser un travail normal, comme la pose des menuiseries par exemple. Eh bien, nous avons des critères relatifs à la rectitude des lignes architecturales, la planéité locale et le désaffleurement. Pour les portes et fenêtres, un écart maximal admissible relatif aux dimensions d'une baie. Sur la verticalité, il y a des critères également spécifiques pour les parois en bloc de plâtre, donc la planéité globale et la planéité locale. Toujours les fonctionnalités, mais de type B. Ces critères doivent permettre aux autres corps de métier de réaliser un travail spécifique, que ce soit l'enduisage ou un carrelage spécial. Eh bien, ces critères sont issus des autres NIT relatives au parachèvement, tant les enduits intérieurs que les enduits extérieurs, que les carrelages. Et on va retrouver, par exemple, si on souhaite une finition spéciale de l'enduit ou un enduit mince, des critères plus stricts sur la planéité globale ou locale de la maçonnerie à respecter. Tout comme pour les enduits extérieurs, on a des critères sur la planéité locale, l'équerrage, la rectitude des lignes, et pour les carrelages, des critères relatifs au support de classe S1-2, donc en termes de planéité et de rectitude des lignes. Finalement, des critères de tolérance relatifs à l'esthétique. On a établi des critères relatifs à la rectitude des joints horizontaux, à la différence de niveau entre éléments adjacents, relatifs à l'épaisseur nominale E du joint, et là on va distinguer les joints d'épaisseur supérieure à 6 mm et inférieure à 6 mm. On passera d'une tolérance normale à une tolérance sévère. Et finalement, pour l'alignement des joints verticaux. Abordons le dernier point de ce cours sur l'exécution des maçonneries par quelques cas de pathologie que nous rencontrons fréquemment. Une pathologie qui apparaît régulièrement, c'est la fissuration dans les maçonneries non portantes. On pense de premier abord qu'il s'agit de l'enduit intérieur qui est affecté, mais lorsqu'on décape l'enduit, on voit que c'est bien la maçonnerie qui est affectée. On peut observer des fissurations rectilignes, parallèles au sol, donc horizontales, comme illustré sur ces figures. Eh bien, cette pathologie est due à un fléchissement excessif du plancher inférieur. Le fléchissement du plancher est dû d'une part à la déformation instantanée élastique, et donc, dans ce cas, on ne peut maçonner les maçonneries que lorsque les étançons ont été enlevés, afin d'éviter que la maçonnerie qui forme cloison ne doive subir cette déformation élastique. Il y a également les déformations plus lentes, les déformations de fluage, qui se développent au cours du temps. Et là, pour les éliminer, il est préférable d'abord que le bureau d'études ait fait un dimensionnement correct du plancher, et il est préférable d'attendre un certain temps
avant de poser les maçonneries, après que le plancher ait subi sa déformation élastique. Donc on observe des fissurations linéaires horizontales en bas du mur. La largeur des fissures est plus élevée au milieu de la portée, ça peut atteindre 1 à 2 cm. On observe parfois une éventuelle fissuration diagonale dans les coins et une éventuelle fissuration autour des ouvertures. Cette pathologie est largement décrite dans l'infofiche numéro 60 que vous pouvez retrouver sur notre site web. Dans le cas ici, vous voyez que lorsqu'on décape l'enduit intérieur, c'est bien la maçonnerie qui est affectée par la fissuration. Cette fissuration apparaît au droit de la section la plus faible, qui est en général le joint de mortier entre l'élément de maçonnerie et le mortier. Et donc, quand ce problème se manifeste, on peut devoir attendre jusqu'à plusieurs années pour que la fissuration se stabilise. Les phénomènes de fluage sont relativement lents. Une fois que la fissuration est stabilisée, on peut réparer l'ouvrage. Donc, on prévoit généralement des inserts métalliques afin de stabiliser la fissure pour éviter qu'elle ne se reproduise dans le temps. Et on remplit l'ouverture à l'aide d'un joint de mortier adéquat et on peut ensuite parachever l'ouvrage. On observe également des pathologies dues à un fléchissement excessif du plancher supérieur. Et là, dans ce cas, on voit le spectre des fissurations tel qu'illustré sur ce slide, des fissurations verticales ou en diagonale dans les angles. En cas de fléchissement du plancher supérieur, donc fléchissement excessif, on observe la fissuration au raccord entre mur et plafond ou un peu plus bas. On observe un éventuel flambement et décollement de l'enduit intérieur et cette pathologie affecte également les maçonneries portantes. Autre cas de pathologie que l'on rencontre fréquemment, ce sont les variations de teinte dans les joints d'une maçonnerie de parement. Là, je vous renvoie déjà à la NIT 208 sur le jointoiement des maçonneries et à l'infofiche 25 du CSTC. Vous voyez sur ces illustrations que l'on peut observer des différences d'aspect pour différents phasages de travaux, mais parfois de manière plus hétérogène sur la maçonnerie de parement. Il faut savoir que les variations de teinte ne sont jamais totalement exclues. Il y a différents facteurs qui influencent le phénomène. Ce sont les petites différences dans la composition du mortier, les légères variations dans les constituants du mortier, les conditions climatiques lors des travaux, et la structure et le profilage des joints. On a en tout cas un plus grand risque avec les mortiers dosés sur chantier, lorsque les joints sont foncés, lorsque les joints sont ton sur ton, pour un jointoiement en montant, qui n'est pas spécialement recommandé pour les maçonneries de parement, et pour les différentes phases de travail. Je vous montre quelques exemples de différents aspects affectant des façades. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est acceptable en termes de variation de teinte? Et là, on peut réaliser un contrôle visuel, mais dans certaines conditions. Il doit être réalisé au moins 2 mois après exécution, sur une maçonnerie sèche, à l'œil nu, sous un éclairage normal et jamais rasant, et à une distance de 3 mètres. Cette évaluation est néanmoins relativement subjective, c'est pourquoi on peut faire appel à des évaluations plus objectives à l'aide de colorimètres par exemple. Et là, on a des critères plus récents que ceux exprimés dans la NIT 208 qui ont vu le jour. Et donc, en présence de franges, une différence de couleur de 5 est acceptable, c'est-à-dire une gradation. Et s'il n'y a pas de frange, on accepte jusqu'à une différence de couleur de 10. Voici ici un cas concret que nous avons rencontré. Il s'agissait d'une nouvelle construction. L'exécution avait eu lieu pendant l'hiver. Il y avait différentes phases de travail. Après une semaine, il y avait une couche blanchâtre sur une partie des joints. On voyait le phénomène surtout en conditions sèches, pas en conditions humides. On s'est d'abord interrogé, est-ce qu'il s'agit du même mortier de jointoiement utilisé durant les 2 phases d'exécution? L'analyse XRD a montré qu'il s'agissait du même mortier, mais qu'une partie de la façade, sur une partie de la façade, les joints de mortier étaient recouverts d'un dépôt de calcite, qui est une exsudation calcaire. Et donc le phénomène est le suivant. Lors de l'hydratation du ciment, une quantité de chaux est libérée.
En circonstances favorables, le CO2 de l'air va transformer cette chaux libre dans le mortier en chaux insoluble. Néanmoins, lorsque la façade est recouverte d'un film d'eau, lorsqu'il y a des intempéries par exemple, le transport de la chaux vers la surface peut se reproduire lorsque le mortier est jeune. On a alors des efflorescences blanchâtres insolubles qui apparaissent parce que la chaux libre qui apparaît en surface va se carboner au contact du CO2. Dans une maçonnerie de briques avec une faible absorption d'eau, les joints de mortier sont gorgés d'eau et donc la chaux libre va pouvoir migrer à la surface des briques et se carbonater, laissant apparaître les dépôts blanchâtres en surface des briques. Les exsudations calcaires surviennent souvent en raison d'un processus de carbonatation incomplet et en cas de sollicitation accrue à l'humidité. Les illustrations ici montrent quelques exemples d'exsudation calcaire. Ce ne sont pas les seules causes des variations de teinte. On a différents types d'efflorescences qui peuvent apparaître sur les maçonneries de briques. Un type va apparaître peu de temps après mise en œuvre ou des mois voire des années plus tard. Les conditions pour qu'elles apparaissent, c'est qu'il y ait la présence de sels solubles qui viennent des matériaux ou de l'environnement, une exposition à une quantité d'eau suffisante, donc des intempéries, et en fonction d'une microporosité spécifique de la brique. Il n'y a malheureusement pas de solution pour éviter ce phénomène à coup sûr, mais on a quand même établi quelques recommandations pour réduire le risque. D'abord, au niveau du choix des matériaux, on recommande l'usage de briques avec une certification BENOR pour être sûr que les efflorescences ne soient pas issues de la brique. On recommande l'usage d'un mortier avec un ciment Portland low alkali ou un ciment contenant du laitier de haut fourneau ou des cendres volantes. On recommande également l'usage de mortier colle parce qu'on a constaté qu'il y avait moins de risque d'apparition d'efflorescence étant donné les caractéristiques de ces mortiers colle. Il faut en tout cas utiliser de l'eau et du sable non pollués. Lors de la conception et de l'exécution, on doit éviter de maçonner par temps de pluie et surtout on doit protéger les maçonneries fraîchement réalisées. On doit prévoir une conception adaptée en prévoyant par exemple des dépassants de toiture et des couvre-murs adaptés. Ces paramètres sont synthétisés dans ce tableau. Donc, on parle d'efflorescences primaires, donc qui peuvent être issues de la brique, du mortier ou d'une réaction entre les deux. Et là, c'est le phénomène qui apparaît le plus souvent, les alcalis du mortier et les sulfates de la brique. Apparition précoce, bonne solubilité dans l'eau, non récurrente. Les mesures préventives, je les ai exposées. Le traitement, soit on attend qu'elles disparaissent peu à peu d'elles-mêmes, par le délavage dû aux intempéries, soit on les brosse à sec, puis éventuellement on rince à l'eau claire. Les exsudations calcaires, donc là il y a peu de solubilité dans l'eau. Elles se manifestent par la présence de points blancs sur le mortier et de traînées blanchâtres sur les briques. Comme mesure, on doit protéger la maçonnerie fraîche de l'eau. Et ce qu'on doit faire comme traitement curatif, c'est de les brosser à sec et appliquer un traitement chimique spécifique à l'aide d'HCl dilué. Enfin, les efflorescences dites secondaires, issues du mortier ou de la brique. Là, c'est une apparition relativement tardive. Elles n'ont aucune solubilité dans l'eau. Elles se manifestent par la formation d'une fine couche blanchâtre. Pour les éviter, on doit protéger la maçonnerie contre les intempéries, donc grand dépassant de toiture par exemple, et choisir le mortier qui contient le moins d'additifs possible. On a vu que les additifs avaient une influence sur le phénomène. Comme traitement curatif, on doit les brosser à sec et rincer à l'eau chaude sous haute pression, 80 degrés, et appliquer un traitement chimique qui va être la succession d'un traitement acide et d'un traitement basique. D'autres cas de pathologie concernent les dégradations dues à l'humidité en pied de mur. Il peut s'agir de l'apparition de moisissures, comme de l'apparition de sels hygroscopiques en surface de la finition, voire le cloquage de la peinture ou de l'enduit en pied de mur. On rappelle que l'humidification d'un mur creux peut survenir de différentes manières. D'abord, due aux eaux de pluie, surtout les murs qui sont orientés vers le sud-ouest, due à l'humidité ascensionnelle,
ou dû aux eaux de surface qui s'infiltrent latéralement. C'est pourquoi, comme on l'a déjà expliqué dans les autres parties de ce cours, différentes membranes sont à prévoir en pied de mur. Pourtant, parfois, on rencontre malgré tout des problèmes d'humidité sur les murs extérieurs et intérieurs. Si on considère d'abord les infiltrations d'eau latérales dans les murs extérieurs, elles peuvent survenir étant donné le fait que les membranes d'étanchéité ne sont pas faites pour résister aux pressions d'eau, et donc on peut avoir un décollement local de la membrane d'étanchéité. Elles peuvent survenir aussi, ces infiltrations d'eau latérales, dues à un niveau du remblai ou du dallage extérieur trop élevé, ou également dues à un sol peu perméable dans lequel on n'aura pas prévu un système de drainage adéquat. Et donc ça occasionne la pathologie des murs intérieurs, qui peuvent être causés par d'autres phénomènes, comme le pontage de la membrane de capillarité par l'enduit intérieur, ou par le mortier de pose des plinthes. Apparaissent souvent aussi des sels hygroscopiques, sels issus de la maçonnerie et l'eau en provenance du sol. Quelques illustrations montrent ces phénomènes. La première photo en haut à gauche, on voit l'humidification de la maçonnerie intérieure, donc un défaut de placement des membranes. Deuxième photo, on voit un niveau de sol extérieur trop haut par rapport aux joints laissés ouverts et à la membrane de drainage. Troisième photo, on voit un enduit intérieur qui ponte la barrière anticapillaire et donc qui s'humidifie sur le pied de mur. Quatrième photo, on voit également un niveau extérieur trop haut par rapport à la maçonnerie. Et dernière photo, on voit une dégradation due à un mortier de pose des plinthes qui ponte également la barrière anticapillaire. Alors, comment éviter ces phénomènes ? Tout d'abord, il faut veiller à abaisser le niveau du remblai ou du dallage extérieur. On doit prévoir un système drainant au pied du mur. Il peut s'agir par exemple d'éléments profilés avec filtre plus un tuyau, donc prévoir un drain horizontal, voire de prévoir un caniveau. On doit prévoir toutes les membranes d'étanchéité nécessaires. On doit adapter le niveau de l'enduit intérieur, donc il ne peut jamais ponter la barrière anticapillaire. Pour le mortier de pose des plinthes, on peut le prévoir en 2 bandes. Notons qu'il est difficile d'éliminer les sels hygroscopiques. Et généralement, ce phénomène peut être solutionné que par le décapage de l'enduit existant affecté et la pose d'une membrane de désolidarisation que l'on peut plafonner ultérieurement, qui va permettre de désolidariser la finition de la maçonnerie affectée par ces sels hygroscopiques. L'ensemble des informations délivrées dans ce cours sont relatées dans différents documents de référence que nous avons publiés. Tout d'abord, la unité 208 sur le jointoiement des maçonneries, le CSTC contact thématique sur le détail constructif, la unité 264 sur les détails de référence pour les murs creux, et finalement la unité 271 sur l'exécution des maçonneries. Voilà qui clôture la partie 3 et l'ensemble de ce cours sur l'exécution des maçonneries. Je vous remercie de votre attention.